Ma petite amie a mis à jour son statut amoureux en disant qu'elle se contentait de notre relation en attendant de trouver mieux. J'ai mis à jour le mien pour indiquer que, de mon côté, je ne comptais plus m'en contenter. Puis, pendant qu'elle était au travail, j'ai emballé toutes ses affaires. J'ai 29 ans, je travaille dans le support informatique pour un groupement hospitalier régional et je vis dans une ville de taille moyenne en région Pays de la Loire. Mes journées sont structurées et prévisibles. Je suis généralement debout à 6 heures, à mon bureau à 8 heures et de retour à la maison vers 17h30. J'apprécie la routine et je paie mes factures à temps. Je loue un appartement avec 2 chambres près du centre-ville car je préfère me déplacer à pied ou en transport en commun plutôt que de conduire partout. Ma compagne Léa a 27 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 2 ans et elle a emménagé dans mon appartement il y a environ 9 mois, à la fin de son propre bail. Nous partageons les charges, mais le contrat de location et la plupart des meubles sont à mon nom car j'occupais les lieux en premier. Pendant la majeure partie de notre relation, j'aurais décrit Léa comme directe et ambitieuse. Elle travaille dans le marketing pour une jeune entreprise et parle beaucoup de réseautage, de progression de carrière et de ne pas stagner. Je respectais cela. Je ne suis pas ostentatoire, mais je suis stable, et je pensais que cet équilibre nous convenait. Au cours des derniers mois, cependant, son ton a changé. Elle a commencé à faire de petits commentaires sur le fait que certaines de ses collègues sortaient avec des hommes ayant des voitures plus haut de gamme ou des postes plus élevés. Rien de direct, juste des observations présentées comme des plaisanteries. J'ai abordé le sujet très tôt et je lui ai dit que je n'appréciais pas d'être comparé à des personnes que je n'avais jamais rencontrées. Elle a répondu que je manquais de confiance en moi et que je devais m'endurcir. Le vrai problème a commencé le week-end dernier. Léa est active sur les réseaux sociaux d'une manière qui n'est pas la mienne. Je garde mes profils la plupart du temps privés et je publie rarement. Elle publie tous les jours. Samedi soir, pendant qu'elle était sous la douche, mon téléphone a vibré avec un message d'un ami commun demandant si tout allait bien entre nous. C'était le premier indice que quelque chose avait changé publiquement avant de changer en privé. Je ne m'étais pas disputé avec elle ce jour-là. Nous avions commandé des plats à emporter et regardé une série. De mon point de vue, les choses étaient normales. Apparemment, elle ne l'était pas en ligne. J'ai ouvert le message et j'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Mon ami a envoyé une capture d'écran. C'était la mise à jour du statut sur Facebook de Léa faite plus tôt dans la soirée. Elle l'avait changé de ban couple à une phrase personnalisée disant qu'elle se contentait de la situation en attendant de trouver mieux. Il y avait un petit émoticône qui riait à la fin, comme pour rendre cela plus léger au lieu de blessant. Au début, j'ai pensé que ce devait être une plaisanterie interne avec ses amis dont je n'étais pas au courant. Puis j'ai vu les commentaires. Quelques-unes de ses collègues l'encourageaient avec des phrases du genre « connais ta valeur et ne laisse pas un homme médiocre te retenir ». Un gars que j'ai rencontré une fois a écrit quelque chose comme « c'est un fait ». Léa a répondu avec un cœur. Une autre amie a demandé si elle parlait de moi et Léa a répondu avec un émoticône qui hausse les épaules et une phrase sur le fait de garder ses options ouvertes. J'ai eu l'estomac noué, mais je n'ai pas perdu mon calme. J'ai pris une capture d'écran pour moi-même. Ensuite, j'ai posé mon téléphone et j'ai attendu qu'elle sorte de la douche. Je ne voulais pas la confronter sur le moment car je savais exactement comment elle tournerait la chose. Elle adore transformer n'importe quoi en « tu fais un drame, arrête de faire la victime, tu es trop contrôlant ». Quand elle est sortie, elle était en serviette de bain, faisant défiler l'écran de son propre téléphone comme si de rien n'était. Je lui ai dit que j'avais reçu un message d'un ami et je lui ai demandé pourquoi elle avait changé son statut de relation. Elle a à peine levé les yeux. Elle a dit que c'était une plaisanterie et que je devais me détendre. Je lui ai dit que la plaisanterie était qu'elle disait publiquement qu'elle se contentait de moi. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je prouvais ce qu'elle disait en agissant comme quelqu'un de dépendant. Je lui ai demandé de m'expliquer ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas être avec quelqu'un qui prenait tout personnellement et que dans son monde, les gens publiaient des choses tout le temps. Elle a ajouté que si je voulais une compagne qui me vénère, je devrais sortir avec quelqu'un manquant d'assurance et d'ennuyeux. Je lui ai dit qu'il y avait une différence entre ne pas être vénéré et se faire manquer de respect. Elle a répondu que le respect se méritait et que je m'étais installé dans la facilité. Ensuite, elle a énuméré des choses qui n'étaient même pas de vrais problèmes. Comme le fait que je ne l'emmenais pas dans assez d'endroits chics. Que mon travail est stable mais pas impressionnant. Que je ne la poussais pas à s'améliorer. Elle a dit qu'elle était jeune et qu'elle n'essayait pas de s'enfermer dans une vie qui lui semblait moyenne.
Ce mot en moyenne m'a frappé parce qu'il était tellement chargé de sens, comme si j'étais une solution d'attente qu'elle pourrait remplacer par un modèle supérieur. Je lui ai demandé directement si elle pensait ce qu'elle avait publié. Elle a de nouveau haussé les épaules et a dit qu'elle voulait dire qu'elle n'allait pas se contenter de cela pour toujours et que je devrais être reconnaissant qu'elle soit honnête au lieu de trahir ma confiance. Puis elle a souri comme si elle avait gagné quelque chose. Je ne suis pas fier de cette partie, mais j'ai ri. Pas parce que c'était drôle. C'était juste le moment le plus clair de toute la relation. Elle avait dit tout haut ce qui se pensait tout bas. J'étais une solution temporaire, une adresse sûre, un salaire stable, un type qui payait le loyer à temps pendant qu'elle gardait ses options ouvertes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir et je suis allé faire le tour du pâté de maison. C'est quelque chose que je fais quand je sens la colère monter en moi. Je préfère prendre 10 minutes seul plutôt que de dire quelque chose sur quoi je ne pourrai pas revenir. Pendant cette marche, j'ai repassé les derniers mois dans ma tête. Les commentaires sur les compagnons de ses collègues, la façon dont elle était soudainement trop fatiguée pour venir à mes événements professionnels, mais avait curieusement de l'énergie pour des soirées de réseautage. Les fois où elle plaisantait en disant que si jamais elle rencontrait un fondateur avant qu'il ne réussisse, elle s'assurerait de l'attraper très tôt. J'avais mis cela sur le compte de l'ambition. Maintenant, cela ressemblait plus à faire son marché. Quand je suis rentré, elle était sur le canapé en train de publier des publications éphémères. Je me suis assis et je lui ai dit calmement que je n'acceptais pas d'être décrit publiquement comme quelqu'un dont elle se contentait. J'ai ajouté que si elle le pensait sincèrement, alors nous ne devrions pas être ensemble. Je n'avais pas envie de convaincre quelqu'un de m'accorder de la valeur. Elle a dit que j'exagérais et que tout le monde se contente de ce qu'il a jusqu'à un certain point, que les relations sont une question de compromis. Puis elle a ajouté que si j'avais plus de motivation, elle n'aurait pas l'impression de se contenter de moi. Elle a présenté la chose comme une évaluation de performance. Je lui ai demandé directement si elle voulait rompre. Elle a répondu que non, car j'étais stable et bon pour elle. Elle a dit que je la traitais bien et qu'elle aimait vivre ici. Elle ne voulait tout simplement pas se sentir coincée. Encore ce mot. Alors je lui ai dit quelque chose de simple. Si tu penses que tu te contentes de la situation, tu es libre de partir. Je ne te retiens pas ici. Elle n'a pas répondu à cela. Elle a juste eu l'air agacée, comme si je rendais les choses compliquées. Cette nuit-là, je ne l'ai pas touchée. Je n'ai pas cherché à discuter davantage. Je suis allé me coucher et j'ai pensé à la logistique. Le contrat de location est à mon nom. La plupart des meubles m'appartiennent. Elle a ses propres économies et un emploi. Il n'y avait aucune raison pour qu'aucun de nous deux ne soit pris au piège. Le lendemain matin, elle s'est comportée normalement. Elle m'a embrassé sur la joue avant le travail comme si de rien n'était. C'est là que j'ai réalisé qu'elle pensait que cela allait se tasser. Ce ne fut pas le cas. Le lundi au travail, je n'arrêtais pas de penser à la désinvolture avec laquelle elle avait dit qu'elle se contentait de moi. Ce n'était pas émotionnel. C'était stratégique, comme si elle gardait une voiture de location jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de plus récent. Je supporte mal l'humiliation, surtout en public. Mais plus que cela, je ne reste pas là où l'on ne veut pas de moi. Pendant ma pause déjeuner, j'ai de nouveau consulté son profil. Le statut était toujours là. D'autres commentaires avaient afflué. Une de ses amies a demandé si elle manifestait une montée en gamme. Léa a répondu quelque chose sur le fait de ne pas fermer les portes trop tôt. Elle appréciait l'attention. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de débattre et que j'ai pris une décision. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai fait aucune menace. Je n'ai rien publié de dramatique. J'ai simplement mis à jour mon propre statut de relation pour dire statut de relation, je ne me contente plus. Pas d'émoticône, pas d'explication. Dans les 10 minutes, mon téléphone a commencé à vibrer. Quelques amis communs m'ont envoyé un message pour me demander ce qui se passait. J'ai répondu par une simple phrase indiquant que Léa et moi étions en train de réévaluer la situation. Je ne l'ai pas insulté. Je ne me suis pas disputé en ligne. Ensuite, j'ai contacté mon bailleur pour confirmer ce que je savais déjà. Le contrat de location est uniquement à mon nom. J'ai demandé quelle serait la procédure appropriée si un partenaire cohabitant devait déménager. Il a dit que puisqu'elle ne figure pas sur le bail, je pouvais lui demander de quitter les lieux, mais que je devais lui donner un préavis écrit raisonnable.
C'était juste. J'ai également vérifié nos dépenses partagées. Les factures sont à mon nom, l'Internet est à mon nom. Elle me transfère sa part chaque mois. Il n'y avait aucune complication financière au-delà de cela. Pas de compte bancaire commun, pas d'animaux de compagnie, pas d'achat conjoint qui ne puissent être divisés facilement. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, j'étais calme, pas en colère, lucide. Elle est entrée 1 heure plus tard et a immédiatement remarqué mon statut mis à jour. Elle ne m'a pas salué. Elle a juste demandé quel était mon problème. Je lui ai dit que j'étais simplement honnête, tout comme elle disait l'être. Si elle se contentait de notre relation, moi aussi, et je n'étais plus intéressé par cet arrangement. Elle a dit que j'étais mesquin et que j'essayais de l'embarrasser. Je lui ai fait remarquer qu'elle avait d'abord introduit le concept publiquement. Je ne faisais que répondre. Elle m'a demandé si je rompais avec elle pour une plaisanterie. Je lui ai dit que je rompais avec elle à cause de la mentalité derrière la plaisanterie. Elle a ri à nouveau, mais cela sonnait plus tendu cette fois. Elle a dit que je regretterais de jeter quelque chose de stable pour une question d'ego. Je lui ai répondu que la stabilité n'était pas synonyme de respect mutuel. Ensuite, je lui ai dit qu'elle avait jusqu'au lendemain soir pour emporter l'essentiel et trouver un autre endroit où rester. J'ai expliqué que puisque le bail et les charges sont à mon nom, j'étais dans mon droit de mettre fin à la cohabitation. J'ai ajouté que j'emballerais le reste de ses affaires soigneusement et que je coordonnerais 1 heure de récupération dans la semaine, mais qu'elle ne resterait plus ici. Elle m'a fixé comme si je venais de parler une autre langue. L'espace d'une seconde, j'ai pensé qu'elle allait peut-être assimiler ce que je venais de dire et changer d'attitude. Au lieu de cela, elle a ri à nouveau, mais cette fois c'était plus tranchant. Elle a demandé si j'étais sérieux. Je lui ai dit que je ne prenais pas de décision de logement pour bluffer. Je lui ai rappelé qu'elle avait clairement indiqué qu'elle ne s'investissait pas à long terme. Je ne vais pas continuer à partager un espace avec quelqu'un qui dit ouvertement qu'il attend une meilleure option. Elle a essayé de changer de tactique. Elle a dit que j'étais extrême et que les couples normaux se disputent et passent à autre chose. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'une dispute sur la vaisselle ou les horaires. Il s'agissait de la façon dont elle a publiquement défini notre relation. Puis elle a encore changé d'approche. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas trouver un endroit en 24 heures comme cela. Je lui ai répondu que je ne m'attendais pas à ce qu'elle signe un bail du jour au lendemain. Je lui ai dit d'appeler un ami, de réserver une location à court terme, de rester avec sa famille. Elle a des options. Elle n'est pas financièrement dépendante de moi. Je lui ai également dit que je lui rembourserais les charges qu'elle avait déjà payées pour ce mois-ci afin que tout soit clair. C'est à ce moment-là qu'elle est devenue désagréable. Elle a dit que je ne trouverais jamais mieux qu'elle, que les femmes comme elle ne restent pas célibataires longtemps, et que je rejetais quelqu'un qui était hors de ma portée. Elle a ajouté que ma vie stable était ennuyeuse et que je serais seul dans cet appartement à me demander pourquoi je n'avais pas pu garder une femme avec de l'ambition. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a fini, je lui ai dit calmement que quiconque pense être hors de ma portée est invité à en sortir. Je n'ai pas haussé le ton. Je ne l'ai pas insulté en retour. J'ai simplement répété qu'elle avait jusqu'au lendemain soir pour emporter ses affaires essentielles. Je lui ai dit que je dormirais dans la 2e chambre et que nous limiterions les interactions au minimum. Elle m'a accusé d'essayer de contrôler sa version des faits. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de version des faits, il y a juste une conséquence. Vers minuit, elle a commencé à appeler des amis. Je pouvais entendre des fragments à travers le mur. Des mots comme incroyable, manque de confiance et contrôlant. Elle n'a pas mentionné le statut qu'elle avait publié, du moins pas à voix haute. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne me suis pas défendu auprès de personne cette nuit-là. J'avais des captures d'écran. J'avais les idées claires. C'était suffisant. Au matin, elle faisait une valise. L'appartement semblait déjà plus calme. Le lendemain soir, elle avait rempli 2 valises et quelques sacs. Elle bougeait plus lentement que nécessaire, comme si elle s'attendait à ce que je cède à la dernière minute. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté dans la 2e chambre la majeure partie de la journée et je ne suis sorti que lorsqu'elle posait des questions logistiques. Elle essayait sans cesse de relancer la dispute. Elle a dit que je la punissais pour des mots. Je lui ai dit que les mots comptent, surtout lorsqu'ils reflètent une conviction. Elle a dit, tout le monde exagère en ligne. Je lui ai rappelé qu'elle avait insisté dans les commentaires. Vers 17 heures, une de ses amies s'est garée dehors.
J'ai aidé à porter sa plus grande valise jusqu'à la voiture, pas par gentillesse, mais pour que les choses soient efficaces. Il n'y a pas eu de scène, pas de cris sur le parking, juste un silence gênant et son ami qui faisait semblant de ne pas me regarder. Avant de monter dans la voiture, elle a dit que c'était une erreur et que je lui enverrais un texto dans une semaine pour m'excuser. Je lui ai dit que je ne le ferais pas. Quand elle est partie, j'ai verrouillé la porte et je me suis assis à la table de la cuisine. L'appartement semblait différent. Pas vide, juste apaisé. La première chose que j'ai faite a été de rassembler le reste de ses affaires dans des cartons. Les vêtements du placard, le maquillage de la salle de bain, les chaussures de l'étagère de l'entrée. J'ai tout étiqueté clairement. J'ai pris des photos de l'état des articles et des boîtes. Non pas parce que je m'attendais à un incident, mais parce que je préfère avoir des preuves. Ensuite, j'ai changé le mot de passe de la connexion sans fil et je me suis déconnecté de tous les services de diffusion en continu sur la télévision. Après cela, je me suis assis avec mon téléphone. J'ai bloqué son numéro, pas mis en sourdine, bloqué. Je l'ai supprimé de tous les réseaux sociaux. J'ai également ajusté mes paramètres de confidentialité afin que les amis communs ne puissent pas m'identifier sur des publications sans mon approbation. En quelques minutes, j'ai vu des appels manqués tenter de passer avant que le blocage ne soit totalement effectif. Puis, une notification de message est apparue provenant d'un numéro inconnu. C'était elle. Elle a écrit que la bloquée était puérile, que les adultes communiquent, que je prouvais ce qu'elle disait sur mon manque de confiance. J'ai bloqué ce numéro aussi. Je ne suis pas intéressé par un long échange interminable. Elle avait déjà communiqué clairement lorsqu'elle a annoncé qu'elle se contentait de la situation. J'ai répondu clairement quand j'ai dit que ce n'était pas mon cas. Il n'y a plus rien à débattre. Je lui ai envoyé un dernier courriel strictement logistique. Je lui ai dit qu'elle pourrait récupérer les cartons restants samedi entre midi et 14 heures. Je les laisserai à la réception. Après cela, tout autre contact devrait concerner le courrier ou les factures non réglées. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable. Le silence est sous-estimé. Le samedi est arrivé plus vite que je ne le pensais. J'avais tout soigneusement emballé et empilé près de la porte vendredi soir. J'ai également fait une rapide liste d'inventaire sur mon téléphone. Rien de dramatique, juste des catégories d'articles et des quantités estimées. Chaussures 12 paires, robes 9, 2 petits appareils de cuisine qu'elle avait apportés en emménageant. Je ne voulais aucune réclamation future affirmant que j'avais gardé quelque chose. Vers 11h30, le concierge de l'immeuble m'a envoyé un message pour confirmer qu'elle avait appelé à l'avance. Je lui ai dit que les cartons seraient étiquetés à son nom et qu'elle pourrait les récupérer entre midi et 14h comme convenu. Je n'avais pas l'intention de descendre pour la remise. Je ne crois pas qu'il faille rouvrir des portes qui sont déjà fermées. À 12h15, mon téléphone a vibré avec une notification par courriel. Elle a écrit que j'étais froid et qu'après 2 ans, je lui devais au moins une conversation en face à face. Je n'ai pas répondu. La logistique avait déjà été gérée. Les débriefings émotionnels sont pour les relations qui se terminent dans la confusion. Celle-ci s'est terminée dans la clarté. Par la fenêtre, j'ai vu sa voiture se garer. Elle est entrée avec la même amie que plus tôt dans la semaine. Je suis resté en haut. J'ai entendu l'ascenseur, puis des voix étouffées dans le couloir. 10 minutes plus tard, tout était de nouveau calme. À 13h45, j'ai reçu un autre courriel. Celui-ci était moins posé. Elle m'a accusé de vouloir l'humilier. Elle a dit que des amis communs posaient des questions et que mon statut mis à jour la faisait mal paraître. Elle a affirmé que j'avais fait dégénérer les choses publiquement. Cette partie m'a presque fait sourire. Elle avait planté le décor. J'ai juste refusé de jouer le second rôle. J'ai répondu une seule fois brièvement. Je lui ai dit que je n'avais pas fait de commentaires sur son caractère en ligne. Je n'ai pas partagé de capture d'écran. Je ne l'ai pas insulté publiquement. J'ai simplement corrigé mon propre statut pour refléter ma décision. Si cela a créé un malaise, c'est à cause de ce qu'elle a publié en premier. Puis j'ai ajouté une dernière ligne. J'ai dit, ne me contacte plus à moins que cela ne concerne du courrier ou des factures impayées. Toute nouvelle tentative de dispute sera ignorée. Après avoir envoyé cela, j'ai archivé la conversation et mis en place un filtre pour diriger automatiquement ces courriels vers un dossier séparé. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'accorde de la valeur à ma paix. Le dimanche matin,
l'appartement semblait complètement réinitialisé. Son côté du placard était vide. L'étagère de la salle de bain était dégagée. Il n'y avait plus de tension en toile de fond dans l'air. Pour la première fois depuis des mois, l'espace me semblait à nouveau mien. Le lundi, les répercussions sociales ont commencé à faire surface. Je ne publie pas grand-chose, mais les gens parlent. Un ami commun de l'université m'a appelé pendant ma pause déjeuner et m'a demandé ce qui s'était réellement passé. Il a dit que Léa avait raconté à quelques personnes que je l'avais mise à la porte parce que je ne supportais pas une plaisanterie et que j'avais réagi de manière excessive pour rien. J'ai fait simple. Je lui ai dit qu'elle avait publiquement décrit notre relation comme le fait de se contenter de moi jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Je lui ai dit que si c'était ce qu'elle ressentait, elle était libre de trouver mieux. J'ai choisi de ne pas être une option d'intérim. Il est resté silencieux une seconde, puis a dit que cela sonnait différemment de ce qu'elle lui avait raconté. J'ai répondu que c'était pour cela que je ne comptais pas sur les autres pour gérer ma propre histoire. Plus tard dans l'après-midi, un autre message est arrivé d'un ami commun. Cette fois, c'était une capture d'écran de la nouvelle publication de Léa. Elle y écrivait quelque chose de vague sur le fait que certains hommes se sentent menacés par les femmes ambitieuses et ne supportent pas d'être mis au défi. Il y avait beaucoup de commentaires de soutien en dessous. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas répondu publiquement, mais j'ai pris une capture d'écran et les sauvegardé avec les autres. Pas parce que je compte les utiliser, mais parce que je préfère la documentation à l'émotion. Ce soir-là, un numéro inconnu a appelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. Un message vocal de sa sœur est arrivé, me demandant si je voulais bien reconsidérer ma décision et au moins laisser Léa rester une semaine de plus le temps qu'elle trouve un logement. Le ton laissait entendre que je l'avais mise dans une situation difficile. J'ai de nouveau vérifié ses réseaux sociaux. Elle publiait depuis l'appartement d'une amie, au restaurant, souriante. Ce n'était pas quelqu'un en crise. C'était quelqu'un de dérangé. J'ai rappelé sa sœur et je m'en suis tenu au fait. Je lui ai dit que Léa avait eu une journée entière pour emporter l'essentiel, accès à ses économies et de nombreux amis en ville. Je lui ai dit que je lui avais remboursé sa part des factures et que le reste de ses affaires avait été rendu en toute sécurité. J'ai ajouté que je ne reconsidérerais pas la chose. La relation s'est terminée lorsqu'elle a déclaré publiquement qu'elle attendait mieux. Sa sœur a soupiré et a dit « Léa peut être excessive ». C'était ce qui se rapprochait le plus d'une reconnaissance de la réalité par qui que ce soit. Cette nuit-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais plus en colère. Je n'étais même pas blessé. J'étais soulagé. Il est épuisant d'être évalué comme un contrat temporaire. Maintenant, mon évaluation de performance était terminée. Environ une semaine après son déménagement, le bruit a atteint son apogée. Une connaissance commune m'a envoyé un message direct demandant si j'avais vraiment mis Léa à la porte pour un statut sur Facebook. La formulation à elle seule m'indiquait que la version simplifiée s'était répandue. J'ai demandé ce qu'il avait entendu exactement. Il a dit qu'elle avait raconté aux gens que j'étais devenu contrôlant, que j'avais exigé l'accès à ses comptes et que je lui avais posé un ultimatum parce que j'étais jaloux de son succès. C'est à ce moment-là que j'ai compris sa stratégie. Si elle pouvait me faire passer pour quelqu'un de fragile, alors sa publication initiale ressemblait à un humour inoffensif. Si j'étais instable, le fait qu'elle garde ses options ouvertes semblait justifié. Je ne me suis pas défendu publiquement. Au lieu de cela, je lui ai envoyé la capture d'écran de son statut d'origine et d'une de ses réponses où elle mentionnait ne pas fermer les portes trop tôt. Je n'ai ajouté aucun commentaire. J'ai laissé le texte parler de lui-même. Il a répondu par un seul mot, « Oh ». Au cours des jours suivants, 2 autres personnes m'ont contacté en privé. Même schéma. J'ai partagé les mêmes captures d'écran. Je ne les ai jamais publiées publiquement. Je ne l'ai pas identifié. Je ne l'ai pas riposté. J'ai simplement corrigé les fausses informations lorsqu'on me le demandait directement. Léa a essayé de me contacter à nouveau depuis un numéro différent. Cette fois, le message était plus doux. Elle a dit que ce que nous avions lui manquait et que peut-être elle avait mal formulé les choses. Elle a prétendu qu'elle ne faisait qu'évacuer la pression du travail et que j'avais surréagi au lieu de la soutenir. Je l'ai lu une fois et je n'ai pas répondu. Il y a une différence entre une erreur et un état d'esprit. Une erreur consiste à mal s'exprimer et à s'excuser immédiatement. Un état d'esprit consiste à persister dans les commentaires et à traiter son partenaire de personne moyenne en face.
J'ai bloqué le nouveau numéro. Quelques jours plus tard, j'ai remarqué qu'elle avait de nouveau changé son statut de relation. Cette fois, il disait simplement célibataire. Pas de message personnalisé, pas de blague. La publication originale avait disparu, elle aussi. La supprimer n'efface pas la conviction qui se cache derrière. Ce qui m'a le plus surpris, c'est la rapidité avec laquelle mon niveau de stress a chuté. Je dormais mieux. Je me concentrais mieux au travail. Je n'attendais pas de comparaisons subtiles ou de remarques détournées sur le fait de monter en grade. J'ai réalisé que je passais discrètement une audition pour ma propre relation. A toujours prouvé que j'étais suffisant, assez stable, assez ambitieux, assez intéressant. Je ne veux pas être en compétition pour obtenir un respect de base. À la fin de la 2e semaine, l'appartement semblait totalement réinitialisé. J'ai légèrement réaménagé le salon, déplacé le canapé, vidé correctement la 2e chambre. Cela ne ressemblait plus à un espace partagé. C'était devenu intentionnel. Cela fait un peu plus d'un mois maintenant. Léa a fait ce qu'elle avait dit qu'elle ferait. Elle a avancé rapidement. En moins de 3 semaines, elle publiait des photos avec un gars de son secteur, des dîners dans des endroits où elle me faisait autrefois comprendre que je devrais l'emmener. Des légendes sur l'alignement et la croissance. Je l'ai vu parce qu'un ami commun me l'a montré, non pas parce que je suis allé chercher. Je n'ai rien ressenti de dramatique, aucune jalousie, aucune envie de rivaliser. Au contraire, cela a confirmé le schéma. Elle était toujours à l'affût d'un meilleur positionnement. C'est très bien. Ce n'est tout simplement pas ma façon d'aborder les relations. Il y a quelques jours, elle a envoyé un dernier courriel. Cette fois, ce n'était ni défensif ni tranchant. C'était réfléchi. Elle a écrit que peut-être elle avait mal géré les choses et qu'elle ne s'attendait pas à ce que je parte vraiment. Elle a dit que la plupart des hommes se seraient disputés plus fort. Elle a dit que je l'avais surprise. Cette partie a attiré mon attention. La plupart des hommes se seraient disputés plus fort. C'était là le cœur du problème. Elle s'attendait à une négociation. Elle s'attendait à ce que je prouve que je valais la peine d'être gardé. Elle ne s'attendait pas à ce que je prenne ses paroles au pied de la lettre et que j'agisse en conséquence. Je n'ai pas répondu au courriel, pas parce que je la déteste, pas parce que j'essaie de la punir, mais parce que la conversation a déjà eu lieu. Elle a dit qu'elle se contentait de moi. J'ai répondu que ce n'était pas mon cas. Il n'y a pas de suite productive à cela. Depuis, ma vie a repris son rythme habituel. Travail, sport, dîner avec des amis, soirée tranquille sans tension subtile. Je ne me précipite pas pour faire des rencontres. Je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Je vis simplement au rythme qui me convient. Si jamais quelqu'un a l'impression de se contenter de moi, j'espère qu'elle le dira tôt. Je la prendrai au sérieux la première fois. Je n'ai pas besoin d'être le tremplin de quelqu'un pour accéder à mieux. Je préfère être seul plutôt que d'être le bouche-trou stable pendant que quelqu'un garde un œil sur la sortie. C'est toute l'histoire. Je n'ai pas explosé. Je ne l'ai pas traîné dans la boue en ligne. Je ne l'ai pas supplié de m'accorder de la valeur. J'ai simplement choisi de ne pas être celui dont on se contente. Commentaire, ce qui m'a vraiment marqué, c'est cette capacité à protéger sa dignité avec calme et détermination. Je trouve important de se rappeler qu'on a le droit de poser des limites fermes dans une relation. Choisir son bien-être plutôt que de rester par peur de la solitude demande beaucoup de courage. J'espère que vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous acceptez ou non dans votre vie. Prendre ses responsabilités et privilégier la paix intérieure change vraiment la donne. La guérison avance souvent plus vite quand on arrête d'essayer de convaincre les autres de notre valeur. Soyez doux avec vous-même, même dans les moments où tout semble compliqué. Apprendre à dire non quand on ne nous respecte pas est un acte d'amour de soi. Je crois profondément que chacun de nous mérite des relations qui nous élèvent. Et surtout, rappelez-vous que choisir mieux pour soi n'est jamais égoïste, c'est nécessaire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.